Bien, bonjour à vous et merci d'être venu en dépit de la concurrence frontale du grand colloque qui a peur de la déconstruction, qui se tient en même temps que nous, au hasard d'un calendrier parisien toujours surchargé. Donc, merci aussi de cette chance qui m'est donnée par Anne Tomisch et Frédéric Regard de reprendre avec vous cette question du rapport compliqué entre genre et déconstruction, question que j'avais toujours un peu éludée ou contournée jusqu'ici. Entre autres, dans un cours que j'ai longtemps donné à l'université Paris-Cité, ex-Paris Diderot, Jussieu, Paris 7, tout ce qu'on veut, à l'intersection donc de la psychanalyse, de la philosophie, de la littérature. Et j'avais intitulé ce cours « Identité sexuelle », au pluriel, et non pas « identité sexuelle ». La nuance est d'importance car il ne s'agissait pas de suivre aveuglément les approches psychanalytiques de la question dont on sait qu'elles ont parfois des difficultés à s'extraire d'un certain phallocentrisme, dirait Derrida, celui de Freud ou différemment celui de Lacan. Le terme de genre, je l'utilisais peu dans ce cours, car il me semblait souvent relever d'une catégorisation un peu massive. Or, la question des catégories, c'est justement ce que la déconstruction appelle à faire bouger, à déplacer. Le genre est sans aucun doute une catégorie opératoire dans le champ de la sociologie. Alexandre Jaunet l'a bien démontré dans le précédent séminaire, mais c'est aussi une catégorie à défaire. Défaire le genre, comme dit Judith Butler, undoing gender. Mais déjà, donc ça c'était en 2004, paru en français en 2006. Et déjà en 1990, son livre majeur, Troubles dans le genre, portait un sous-titre qu'on oublie souvent, le féminisme et la subversion de l'identité. Subversion de l'identité, donc, pour en ébranler les repères prétendument stables. Et il remarquait dans des termes absolument déridiens que les théories de l'identité féminine s'évertuent en vain à définir et à mobiliser un sujet situé, alors que ce sujet femme déborde à chaque fois les définitions dans lesquelles on tente de l'enfermer. Il n'existe pas, disait-elle, un sujet comme forme stable d'existence antérieure au champ culturel qu'il négocie. Et Judith Butler écrivait ceci, je cite, « C'est le supplément, en français dans le texte, l'excès indissociable de tout effort de poser une identité une fois pour toutes. » C'est le supplément, l'excès indissociable de tout effort de poser une identité une fois pour toutes. Voilà, donc le supplément au sens pluriel qu'entend Derrida. Le supplément pour Derrida, vous le savez, c'est un opérateur fondamental d'instabilité, je dirais, qui permet d'écrire et de penser en différent, avec un A, indéfiniment de soi-même. Soi-même, ce sujet psychologique que Derrida nomme volontiers unitaire, intentionnel et conscient. Il n'y a donc pas de je stable en son identité, de proximité du sujet dans l'identique à soi, mais toujours déjà, comme il dit, de l'excès, de la différence avec un A.
Toujours, je diffère de moi dans tous les sens du terme différer, celui de la ressemblance troublée, mais aussi celui de l'irréductible écart à soi, un retard, un délai. On connaît par parenthèse la phrase de Mallarmé dans, justement, variation sur un sujet. Et on peut entendre dans beaucoup de sens, variation sur un sujet. Mallarmé écrivait, phrase célèbre, il n'est pas de présent. Non, un présent n'existe pas. Mal informé, celui qui se crierait son propre contemporain. Donc, la différence avec un A chez Derrida, comme chez Mallarmé, dans une certaine mesure, c'est cela. C'est cette fêlure du présent, cette instabilité, ce déséquilibre fondamental du sujet. Par parenthèse, ceci pose la question de l'engagement, de l'action politique. J'anticipe un tout petit peu. De l'action politique concrète, et les adversaires de la déconstruction n'ont pas manqué de le faire remarquer à Derrida. S'il n'y a pas de stabilité de sujet posé, comment imaginer une prise de position politique claire, une action efficace qui prend position? Question autour de laquelle Jacques Derrida tournera beaucoup jusqu'à la fin de sa vie, comme on sait. Alors, je ne développe pas, parce que ce n'est pas le sujet, mais les derniers textes de Judith Butler, que vous connaissez certainement, interrogent de plus en plus, dans la même lignée de ce supplément, des concepts apparemment faibles, qui, je crois, résonnent avec cette instabilité repérée et admise. Par exemple, pour elle, la vulnérabilité, les réseaux d'interdépendance et de solidarité, l'expérience non seulement de défaire, mais de se défaire, sans renier la capacité, la puissance d'agir, agency. Alors, cette vulnérabilité agentive, si je puis dire, je la rapprocherai volontiers de ce que Derrida appelle la traversée des apories. J'y reviens tout de suite. Mais d'abord, je veux absolument rappeler ce que dit Gilles Deleuze dans ses analyses de la volonté de puissance chez Nietzsche, relu, commencé à la lumière de Spinoza. Deleuze dit ceci, qui est fondamental. Il ne faut pas confondre la puissance et le pouvoir. Le pouvoir, dit Deleuze, est le plus bas degré de la puissance. La volonté de puissance, nietzschéenne, donc, à son plus haut degré, sous sa forme intense ou intensive, ne consiste pas à convoiter ni même à prendre, mais à donner, à créer. Le pouvoir, pourrait-on dire, est la puissance installée, construite, stabilisée. Voilà, c'est en ce sens, je crois, qu'il faut comprendre à la fois l'agentivité de Butler et l'aporie derridienne. Elle ne dissocie pas l'approche philosophique, la rationalité argumentative, inhérente à tout raisonnement, et la force d'instabilité, de dérangement. On a envie de dire de dégenrement, inhérente à toute créativité. Son rapport au désir, au pulsionnel, aux forces de vie comme de destruction. L'un et l'autre, donc, agentivité, aporie, sont et sont plus
qu'un concept. Ce qui se joue là, c'est, je crois, un rapport aigu à la création, y compris la créativité par chacun et chacune de ces identités multiples et instables. Derrida a beaucoup écrit là-dessus, comme vous le savez, je renvoie entre autres à Circonfession ou à la carte postale. Alors, je reviens à la question de l'aporie chez Derrida, car elle a, comme vous le savez, quelque peu agité les participants au colloque Blanquer à la Sorbonne, puisque c'est justement l'un des reproches élevés par certains qui ont agité le spectre des apories du déconstructionnisme. À entendre donc certains intervenants, pas tous, il ne faut pas non plus caricaturer, c'est, je cite, avec la pensée 68 que la déconstruction devient un processus sans fin. Comprendre donc tout devient à déconstruire sans débouché constructif. Alors, il y aurait beaucoup à dire évidemment à propos de ce terme de déconstructionnisme qui fige en système, voire en catéchisme, un concept, la déconstruction, qui ne s'est jamais voulu figer en dogme, évidemment. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce terme d'aporie, entendu donc par les participants de sa colloque, au sens simple d'impasse, les impasses de la déconstruction, qui nous empêcherait donc d'avancer dans le sens d'un progrès constructif. L'aporie donc est une notion dont Derrida revendique la complexité et même l'instabilité intrinsèque, ce qui suggère aussi sa force poétique, sa force créatrice. Par parenthèse, ça m'est venu à l'esprit en pensant à cette conférence, Derrida ne dit même pas, comme Deleuze, le philosophe est un créateur de concepts, mais tout simplement, le philosophe est un créateur tout court. Il ne le dit pas, mais c'est ça, en fait, ce qu'il écrit. D'où la complicité qu'on connaît bien de Derrida avec d'autres créateurs comme des peintres. La liste est longue, Van Gogh, Titus Carmel, Simon Antaï, etc. Des vidéastes, des hommes et femmes de théâtre, des écrivains, Blanchot, Coetzee, Joyce, Kafka, Mallarmé, Ponge, Artaud, Hélène Cixous, etc., etc. Alors, aporie, vous le savez, c'est un mot emprunté au grec qui signifie littéralement sans chemin, sans issue, donc impasse, une impasse. Mais c'est un mot qui suggère aussi l'embarras, l'incertitude. Je dirais pour ma part la force dynamique et créatrice de l'incertitude. C'est ce que désignerait l'aporie, et non la contradiction insoluble, la paralysie de l'action. Il y a une dynamique de l'aporie. Donc, la déconstruction s'appuie sur ce jeu de l'aporie. Elle met en mouvement, comme vous le savez, là je rappelle des évidences, mais c'est toujours bien de le rappeler, elle met en mouvement les couples de la logique oppositionnelle, celle du ou bien, ou un homme ou une femme, ou féminin ou masculin, ou humain ou animal, dehors, dedans, etc., etc. Hétérosexuel, homosexuel, transgenre, cisgenre. Donc, elle introduit la déconstruction, l'insécurité dans la pensée. Le genre, ce n'est finalement pas un terme que Jacques Derrida emploie beaucoup. Question d'époque, sans doute, mais pas seulement. Il cherche à s'en défaire, comme il le fait avec tous ces termes sans doute trop situés, catégorisables, et donc il les déconstruit.
Autrement dit, il en joue dans l'écriture, il les déstabilise. J'en prendrai deux exemples. D'abord, son texte sur Hélène Cixous, qui s'appelle, comme vous le savez, Genèse, généalogie, genre et le génie. Les premiers mots sont au pluriel. Genèse, généalogie, genre et le génie, donc publié chez Galilée en 2003 avec un frontispice de Simon Amtaï. C'est le texte d'une conférence que Derrida avait prononcée à l'ouverture du colloque Hélène Cixous. Le colloque s'appelait Hélène Cixous, Genèse, généalogie, genre, à la BNF en 2003, à l'occasion, comme vous le savez, du don par Hélène Cixous de ses archives à la BNF. Donc, que dit Derrida? Qu'écrit-il? D'abord qu'il y a chez Hélène Cixous quelque chose, je le cite, c'est page 78, je vous donne les références si vous voulez reprendre ce petit livre. Il y a donc chez Hélène Cixous quelque chose qui excède à la fois le genre sexuel et le genre littéraire. C'est ce qu'il appelle, et voici sa thèse centrale, je le cite, la génialité des génies en tout genre qui n'appartient plus à la famille homogène de la genèse, du genre et de la généalogie. C'est page 55. La génialité des génies en tout genre, qui donc n'appartient plus à la famille homogène de la genèse, du genre et de la généalogie. Il ne dit donc pas qu'Hélène Cixous est un génie au masculin singulier, ou une génie au féminin singulier, ce qui pourrait passer pour une flatterie assez plate ou une hyperbole. C'est à quel point Jacques Derrida aimait les hyperboles, mais qu'elle est des génies au pluriel. Donc, non plus l'artiste de génie au sens romantique du terme, et même avant, mais les génies au pluriel. La multiplicité qui habite et excède Hélène Cixous. Ces mots, donc, genèse, généalogie, genre, qui était le titre du colloque, Derrida les nomme la lignée des mots de même famille en G. Et vous voyez, on comprend ce qu'il veut dire là. Ça, c'est la lignée des mots de même famille en G. Or, justement, c'est cette lignée familiale des vocables qu'il entend faire voler en éclats. Je le cite, donc, c'est page 14 du petit livre. Si je devais proposer quelque chose comme une thèse, dit Derrida, j'essaierai de montrer en quoi le concept de génie, si c'en est un, doit se soustraire, et, là je mime presque Derrida, vous savez comment il fait ce genre, et à son sens courant, et même à son appartenance pourtant évidente et vraisemblable à la série homogène, homogénétique, génétique, générationnelle et générique, entre parenthèses, genèse, généalogie et genre, s'y soustraire et même en déranger l'ordonnance. Voyez, montrer que le concept de génie se soustrait non seulement à cette appartenance, mais à cette série homogène, homogénétique, etc. Déranger l'ordonnance de la lignée. Ça, je dirais, c'est une définition en acte de la déconstruction. Déranger l'ordonnance de la lignée. Ça, c'était le premier exemple. Je prends un deuxième exemple, très bref. C'est le texte de Derrida qui s'appelle « La loi du genre », que vous connaissez sûrement. C'est une lecture de La folie du jour de Maurice Blanchot.
Et ça a été repris dans le recueil Parage, au pluriel, en 1986, toujours chez Galilée. Et là encore déjà, Derrida entendait démontrer que chez Blanchot, la loi du genre excède toute notion de genre ou de catégorie fermée. Je vous laisse méditer sur cette phrase derridienne entre toutes, que je vais vous citer. Je dis derridienne entre toutes, un certain emballement du discours et miroitement à l'infini des sens déconstruits. Donc voilà la phrase. Je vous donne la page, hein, page 264, si vous voulez la relire tranquillement. Donc c'est texte consacré à la loi du genre. Je cite Derrida. La clause du genre déclasse ce qu'elle permet de classer. Elle sonne le glas de la généalogie ou de la généricité auquel elle donne pourtant le genre. Voilà, la clause du genre déclasse ce qu'elle permet de classer. Elle sonne le glas de la généalogie ou de la généricité auquel elle donne pourtant le jour. Et on entend ici, dans ce qu'écrit Derrida, la famille des mots en jeu, déjà, et le glas, le gleu de Genet. Alors, je ne poursuis pas le commentaire, on pourrait y passer du temps, mais vous voyez, ce que Derrida critique, c'est moins le genre, comme champ au sein duquel ou au moyen duquel le pouvoir est articulé. Là, je reprends la définition bien connue de John Scott, dont parlait aussi Alexandre Jaunet, hein, le genre comme champ au sein duquel ou au moyen duquel le pouvoir est articulé. Sa cible, à lui, Derrida, c'est le phallocentrisme, comme vous savez, ou le phallogocentrisme. Il y a eu des tas d'ajouts, on s'arrête là. Phallogocentrisme, ça nous suffit. C'est-à-dire la place centrale accordée par la psychanalyse, ou plus largement la philosophie occidentale, à ce qu'il appelle la prétendue authenticité de la parole pleine, garantie par la voix du Père et la logique du signifiant. Voilà, c'est contre ça qu'il s'élève, hein, cette prétendue authenticité de la parole pleine. Bon, là, évidemment, qu'il sous-entend Lacan. Or, justement, qu'est-ce que la déconstruction? Parce qu'après tout, il en a donné une ou deux définitions, Lacan, définition entre guillemets. Et par exemple, dans son livre Mémoire pour Paul de Man, Mémoire au pluriel pour Paul de Man en 1988, Derrida a donné une définition de la déconstruction célèbre que je vous redonne. Si j'avais à risquer, Dieu m'en garde, une seule définition de la déconstruction, brève, elliptique, économique comme un mot d'ordre, je dirais sans phrase, plus d'une langue. Voilà. Plus d'une langue. Galilée, 1988, page 38, Mémoire pour Paul de Man. Alors, cette définition, plus d'une langue, hein, si j'avais à risquer, Dieu m'en garde. Mais vous voyez que ça n'a pas la stabilité d'une définition, puisque tout de suite, Dieu m'en garde. Je vous le dis, mais je ne vous le dis pas, mais voilà. Plus d'une langue, donc, c'est quand même, on l'entend, l'instabilité et l'excès, l'ouverture et le doute. C'est aussi ce que suggère ce passage fameux qui ouvre le monolinguisme de l'autre, hein, qui est un petit livre magnifique que vous devez connaître, publié en 1997, donc le monolinguisme de l'autre. Et ça commence comme ça. Derrida écrit et on entend là l'écriture
de Derrida. Voici le double tranchant d'une lame aiguë que je voulais te confier presque sans mot dire. Je souffre et je jouis de ceci que je te dis dans notre langue dite commune. Oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne. La déconstruction, je dirais, c'est donc l'invention progressive d'un autre dispositif de pensée, le lieu paradoxal d'une vérité qui n'exclut pas cet autre qui parle en moi, la folie, le rêve, l'écriture poétique, la mise en espace théâtralisé des mots et des voix. Vous voyez, comme cette phrase, une mise en espace théâtralisé, où se rejoignent d'ailleurs évidemment Derrida et Cixous. Alors, cela donne quoi? La pluralisation des génies et des genres pour poursuivre la question de Derrida à propos de Cixous. Cela donne par exemple ce rêve, chez Derrida aussi, ce rêve qu'il évoque dans un texte qui s'appelle Chorégraphie, que vous connaissez certainement aussi, qui date de 1981, qui est un dialogue qui a été repris dans Point de suspension au pluriel aussi, enfin point au pluriel, recueil d'entretien, donc paru chez Galilée en 1981. Et son interlocutrice pour cet entretien, Emma Goldman, lui rappelle sa déconstruction des couples binaires, traditionnels, comme dans l'opposition esprit-matière, homme-femme, etc. Et Derrida, renchérissant, parle alors de son désir d'un texte qu'il appelle une chorégraphie à signature polysexuée. Voilà, chorégraphie à signature au pluriel, évidemment, polysexuée. Et il parle donc de son rêve d'une relation à l'autre, non pas, dit-il, et là je le cite, non pas asexuée, mais autrement sexuée. Au-delà de la différence binaire qui gouverne la bienséance des codes, au-delà de l'opposition masculin-féminin, au-delà de la bisexualité aussi bien, de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité qui reviennent au même, dit Derrida. Et je poursuis la lecture d'une phrase à la page 114 de Point de suspension. Oui, je disais par parenthèse, j'ai renoncé au PowerPoint, puisque sinon ça n'apparaît pas sur la vidéo. Mais je vous donne les pages, donc vous retrouverez ça. Donc, je vous lis la fin presque de ce dialogue, enfin, un tout petit bout, 3 phrases, 3 lignes même. Il dit ceci: c'est en rêvant de sauver au moins la chance de cette question que je voudrais croire à la multiplicité de voix sexuellement marquées. La multiplicité de voix, oui, X évidemment, sexuellement marquées, à ce nombre indéterminable de voix enchevêtrées, à ce mobile de marques sexuelles non identifiées, dont la chorégraphie peut entraîner le corps de chaque individu.
le traverser, le diviser, le multiplier, qu'il soit classé comme homme ou femme, selon les critères en usage. Voyez donc, désir de ce qu'il appelle une sexualité innombrable. Désir qui demeure d'échapper à la seule combinatoire et qui invente ce qu'il nomme à la fin de ce texte des chorégraphies incalculables. Ça évoque pour moi irrésistiblement ce passage que j'adore dans l'Anti-Édipe, que je cite souvent. Donc, l'Anti-Édipe de Deleuze-Guattari, comme chacun sait, 1972. Deleuze et Guattari qui pratiquaient déjà eux-mêmes, hein, comme vous le savez, une espèce de conception étrange du couple d'écriture, du couple amical, toutes sortes de choses. En tout cas, d'un nouveau mode d'écriture créatrice à deux, démultipliée. Puisque ça, je ne sais pas d'essayer de comprendre ou de déceler. Est-ce que c'est Deleuze qui a écrit ça? Est-ce que c'est Guattari? Donc, Deleuze-Guattari. Et il y a un passage que j'adore, je le disais, dans l'Anti-Édipe, c'est à la page 352 de l'édition originale, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'édition de poche de l'Anti-Édipe. Non, pas d'édition de poche. Bon, donc 1972. Et voilà ce qui m'intéresse, juste ce tout petit passage où l'un et l'autre essaient d'imaginer, donc en écho aux chorégraphies multiples de Derrida, ils essaient d'imaginer un mode de génération inédit, celui de ce qu'ils appellent une œuvre transsubjective, détachée de tout fantasme édipien et de son pesant familialisme. Là, on retrouve le vocabulaire de l'Anti-Édipe, le familialisme. C'est les années 70. Hein. Alors, je voulais juste un tout petit extrait de ce qu'ils appellent à la page 352 une transsexualité microscopique. Juste ça. Partout, donc, une transsexualité microscopique qui fait que la femme contient autant d'hommes que l'homme, et l'homme de femme, pluriel, femme, capable d'entrer les uns avec les autres, les unes avec l'autre, avec les autres, dans des rapports de production de désir qui bouleversent l'ordre statistique des sexes. Faire l'amour n'est pas ne faire qu'un, ni même deux, mais faire 100 000. Bon. Il s'agit là naturellement d'une phrase célèbre, mais qu'on ne se lasse pas de répéter, je trouve. Alors, cette question des transsubjectivités, elle est réouverte, je trouve, de façon extrêmement forte et créative par bien des voies de la création contemporaine qui déconstruisent le genre, même si l'expression n'est pas formulée comme ça, qui déconstruisent les appartenances. Alors qu'il s'agisse vous voyez, je dis les voies de la création contemporaine, au sens large de création, au sens où Derrida, comme Deleuze, dit le philosophe est un créateur, au sens où littérature, philosophie, au sens ne se distingue plus. Donc, des voies qui sont savantes ou universitaires, comme vous le savez, par exemple Donna Haraway, on ne se lasse pas de lire, Rosie Braidotti dans un autre genre, ou Lynn Margulis, ou Nastasia Martin. J'espère que vous avez tous et toutes lu son livre sur sa rencontre avec l'ours, où elle finit par faire corps avec l'ours. Évidemment, rencontre destructrice, mais pas seulement. Donc, je disais, ce sont des voies savantes universitaires, j'en mets des points de suspension, il y en a beaucoup. Ou des voies littéraires
qui invente un autre romanesque, où plus rien ne tient, ni les identités sexuées, ni la famille, ni même la certitude d'être humain. On pourrait citer beaucoup d'écrivains et écrivaines, mais comme ça, un peu dans le désordre, de façon très, très subjective, je dirais Sarah Chiche, Constance Debré. Alors, ça n'a rien à voir, hein, mais vous voyez, Constance Debré, Christine Angot. Christine Angot et ses identités morcelées, instables, entre masculin et féminin, entre vérité et fiction, et qui fait éclater la notion d'auteur, de genre et de propriété littéraire. Olivia Rosenthal, par exemple, et son travail entre la performance et la voix, entre le masculin et le féminin, entre ces jeux, disons, sur l'indéfinition des pronoms. Et on pourrait rajouter évidemment Virginie Despentes, bien sûr, pas forcément son dernier livre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi je l'ai moins aimé que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle fait un dialogue. Et un dialogue, ça ne marche plus. Dans le dialogue, elle retrouve une espèce de binarité qu'elle déjouait tellement bien. Alors, pas le dernier livre, mais par exemple, Vernon Subutex, que je trouve extraordinaire, enfin, je ne suis pas la seule. Et je n'ai pas le temps de vous lire la fin nietzschéenne du premier tome de Vernon Subutex. Je dis fin nietzschéenne parce qu'il ne faudrait pas prendre Virginie Despentes pour une ignare ou une ignorante, ou une illettrée, comme dit l'autre. Donc, 2015. J'en lis quelques mots, j'en lis des bribes. Ce sont les dernières paroles à la fin du premier tome, non pas du Christ, quand même, il y a ça aussi, mais de Vernon Subutex. Ce n'est pas sacrificiel à proprement parler, même si c'est une fin, je ne sais pas si vous en souvenez, je vais vous en lire un tout petit bout, une fin extraordinairement émouvante, je trouve. C'est, je dirais, la pluralisation contemporaine des identités déconstruites. Alors, je vous en lis un tout petit bout, c'est la fin anti-balsacienne, je dirais. Vous voyez, il est là, Vernon Subutex, il découvre en face de lui une vue dégagée, il voit Paris d'en haut. Ça rappelle ça, à nous deux Paris. Bon, mais c'est pas ça. Juste après, on passe au jeu. Mais quel jeu? Je vous le dis. Je suis un homme seul. J'ai 50 ans. Ma gorge est trouée depuis mon cancer et je fume le cigare en conduisant mon taxi, fenêtre ouverte, sans m'occuper de la gueule que font les clients. Je suis Marc, je suis au RSA et c'est ma meuf qui bosse pour m'entretenir. Je m'occupe de notre gamine tous les jours. Je suis Éléonore, la meuf qui me plaît me photographie dans le parc du Luxembourg. Je sais qu'il va se passer quelque chose et que ce sera compliqué parce qu'on a toutes les deux quelqu'un. Mais ça vaut le coup d'y aller. Je suis une jeune violoniste virtuose. Je saute, hein, plein de passages. Et la fin. Je suis... Non, encore un petit peu. Oui. Je suis le sans-papier qui prend 10 € de crack chaque soir pour faire le ménage au black dans un resto à Château-Rouge. Je suis le chômeur de longue durée qui vient de retrouver un emploi. Je suis le passeur de drogue qui se pisse de trouille 10 mètres avant la douane. Je suis la pute de 65 ans, enchantée de voir débarquer son plus vieil habitué. Je suis l'arbre aux branches nues, malmené par la pluie.
l'enfant qui hurle dans sa poussette, la chienne qui tire sur sa laisse, la surveillante de prison, jalouse de l'insouciance des détenus. Je suis un nuage noir, une fontaine. Le fiancé quitté qui fait défiler les photos de sa vie d'avant. Je suis un clodo sur un banc perché sur une butte à Paris. Fin de citation. L'écho pour moi, c'est pour ça que je dis nietzschéenne, l'écho de tout ça pour moi c'est l'une des dernières lettres de Nietzsche, Cosima Wagner, 1889, et qui commence par, vous vous souvenez, cette lettre célèbre, c'est un préjugé que je sois un homme. Mais j'ai déjà souvent vécu parmi les hommes et je connais tout ce que les hommes peuvent traverser. J'ai été Bouddha parmi les hindous, Dionysos en Grèce, je coupe. J'ai aussi été pendu à la croix. Bien. Une des fameuses dernières lettres de la folie de Nietzsche. Mais il ne s'agit plus ici, avec Virginie Despentes et tous les noms que j'ai cités, j'aurais pu en citer encore beaucoup, il ne s'agit plus de textes de la folie. Avec Virginie Despentes et d'autres, et ça me servira de conclusion, comme ça on aura beaucoup de temps pour discuter. Ce qui s'écrit, je dirais, c'est, comme disait Derrida, la chorégraphie de voix sexuées innombrables. Voilà, je m'arrête là.